Les zones. Alors, dans ce diaporama, nous allons vous parler des zones distinctes dans un aménagement résidentiel. On va parler ici d'une zone de jour qu'on voit illustrée ici en jaune sur le graphique de droite et la zone de nuit. Alors, la zone de jour, ça comprend tous les espaces que nous allons habiter le jour. Alors, séjour, salle à dîner, cuisine, bureau, tandis que les zones de nuit vont regrouper les pièces comme la chambre, salle de bain, etc. Donc, garde-robe, tout ce qui a rapport avec la chambre et les salles de bain attenantes. Alors, ces deux zones distinctes-là vont être liées par un espace de transition que vous voyez en vert sur la droite, qui va permettre une continuité logique entre ces deux espaces. Comment faire un blocage d'espace par étapes? Alors ici, on parle de blocage d'espace résidentiel. Au cours de votre formation, vous allez apprendre à faire des blocages pour des espaces de bureau où il y a quand même plus de zones dont il faut tenir compte. Alors ici, on est dans un espace résidentiel. Alors, il faut juste se souvenir qu'il y a des zones de jour, des zones de nuit, mais comment on va organiser le tout pour que ça soit fluide au niveau du parcours. Alors, admettons qu'on part avec un rectangle qui va représenter, disons, un condo d'environ 900 ou 1000 pieds carrés. Alors, l'important, c'est de comprendre en bas, sur la gauche, on vous donne des dimensions approximatives type de pièces pour le séjour, salle à manger, chambre principale, etc. Alors, dans un premier temps, vous allez vous fixer des blocs d'espace très rectangulaires avec le nombre de pieds carrés requis. Et là, vous allez essayer de placer ça un peu comme un casse-tête pour vous dire, est-ce que je pourrais mettre la cuisine à côté du séjour repas? Est-ce que la chambre pourrait être attenante au séjour repas, etc. Donc, il y a des logiques à comprendre là-dedans. Alors, dans le coin ici, sur le graphique de droite, là, sur le rectangle de droite, on a mis la cuisine et le séjour repas ensemble parce que c'est deux pièces qui sont souvent très jumelées. Ensuite, dans les chambres, l'espace de nuit, nous avons mis les chambres, les salles de bain attenantes et peut-être les garde-robes qui sont intrinsèques à ça. Il y a des zones de transition qui sont en vert, donc qui serait l'entrée principale de la maison, et le dégagement pour aller vers la zone de nuit que l'on voit aussi illustrée en vert. Lorsque les zones sont assez grandes, on peut se permettre de définir certains coins. Alors ici, on voit l'exemple avec la zone de jour qui comprend la zone de séjour repas. Alors, nous avons fait 3 coins distincts qui se trouvent être le coin télé, le coin repas et le coin conversation. Ici, à travers un 3D d'un condo, je vais vous montrer dans un premier temps les zones de jour et la zone de jour et la zone de nuit. Donc, tout ce qui est à droite avec les lits, c'est la zone de nuit avec les deux garde-robes. Et ce qui est à gauche, on a la zone de jour. Les espaces de transition, je vous les montre tout de suite en vert. Il y a l'entrée principale qui nous amène vers la zone de jour. Une autre entrée qui nous amènerait probablement vers un corridor qui pourrait être une zone de transition aussi. Et une zone de transition qui nous amène à la zone de nuit, de la zone de jour vers la zone de nuit, où l'on retrouve une salle de bain-douche et aussi un espace garde-robe pour la laveuse sécheuse. Alors, on voit que la salle de bain est aussi accessible du côté de la zone de nuit que de la zone de jour dans ce cas-ci. Nous avons aussi des coins qui ont été faits à l'intérieur de la zone de séjour. Donc, nous avons le coin télé et le coin pas garde-manger, mais salle à manger, qui est tout près de la cuisine. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire parfois dans des espaces plus restreints où on a très peu de chances de faire des espaces de transition qui sont plus spécifiques. Alors, on peut créer des espaces de transition juste avec la configuration des murs. Alors, je fais le tour un petit peu de ce condo-là qui est plus petit. Alors, on rentre ici et on a une zone de transition qui se trouve être le hall d'entrée. Et on franchit après une autre zone de transition qui est une espèce de petit corridor, en fait, qui pourrait nous amener vers la zone de nuit comme vers la zone de jour. Alors, dans le cas où vous avez des espaces plus restreints, c'est important de penser à la configuration de vos murs pour pas se retrouver avec des portes de chambre qui ouvrent vers des zones de jour directement ou des salles de toilette qui vont ouvrir vers des zones de jour aussi directement. Alors, parfois, vous allez voir des plans
où on ne peut pas répondre à ça, mais idéalement, il faudrait essayer d'y parvenir. Maintenant, on va faire le tour des parcours. Alors, c'est quoi les parcours? C'est comment on peut se promener dans d'une pièce, d'une zone à l'autre et que tout ça, ça soit une succession logique. Alors, les parcours optimaux que l'on effectue à l'intérieur de l'habitation, il faut retenir des mots-clés qui seraient les suivants. Alors, étroite relation entre les zones de jour et de nuit, facilité de déplacement, la fluidité du parcours, évidemment, et le dégagement, on parle ici d'ergonomie. Alors ici, nous avons une maison qui a été conçue par René Desjardins, qui est un designer d'intérieur québécois. Elle s'appelle la Maison du Boisé. Alors c'est sûr qu'ici, on n'est pas dans une maison de 1000 pieds carrés, là, c'est très, très grand, comme vous pouvez voir. Alors, comment on peut faire pour imaginer, à partir d'un blocage de pièces, euh, pour voir si ça répond aux mots-clés qu'on vient de voir sur la diapo précédente. Alors, il faut vous imaginer un instant les parcours et les vues en voyageant dans votre aménagement comme si vous étiez un peu à l'intérieur d'une maquette. Alors, je vous ai illustré par des flèches. Alors, on part de l'entrée, on s'en va vers le hall d'entrée principale en passant par un vestibule. Alors, on a un point focal avec un tableau sur le mur. Ensuite, si on se dirige vers la droite, nous avons aussi un autre point focal. On pourrait décider de monter à l'étage supérieur ou tout simplement, avec fluidité, se rendre vers le salon séjour. Donc, on est attiré à cause de la lumière des grandes fenêtres. Ensuite, on s'en va vers la salle à manger. Donc, le parcours est toujours fluide et intéressant aussi au niveau des vues. On continue vers la cuisine, qui est très grande. On peut passer d'un côté ou l'autre de l'îlot. Si on porte notre regard sur la droite, nous allons voir une ouverture vers le salon. Donc, c'est un point focal aussi. Donc, on laisse passer la lumière d'une pièce à l'autre, même si ce n'est pas nécessairement un endroit où on pourrait passer physiquement. On peut se diriger ensuite vers la terrasse, couverte à l'extérieur, et on pourrait tout simplement rester à l'intérieur et se diriger vers le den, le boudoir. Okay, si on revient sur nos pas, c'est tout aussi intéressant. On revient vers la salle à manger, donc on a une vue vers l'extérieur. On revient vers le séjour salon et nous avons une vue vers le foyer, et etc. Les vues maintenant. Je vous présente les vues. Alors, les vues constituent une autre contrainte objective dont il faut tenir compte en design d'intérieur. Alors, tantôt, on a vu les parcours qui devaient être fluides, ergonomiques, intéressants. Ici, je vous montre les vues et on va entrer à l'intérieur de la maison du Boisé. Alors, la maison du Boisé, alors c'est ce qu'on voit à l'intérieur. Alors, si on fait un peu le tour des critères, alors ne pas tourner le dos à un visuel positif. Alors ici, on s'est dirigé de la salle à manger vers le foyer. Donc, on voit très bien le foyer et la hauteur des meubles nous permettent de vraiment bien distinguer tout ça. Donc, le regard est porté vers le foyer. Alors, c'est vraiment ça, ne pas tourner le dos à un visuel positif. Favoriser la vue vers l'extérieur. Ici, on est de l'entrée vers le séjour. Vous vous souvenez, tantôt, on avait passé vers le séjour et on avait vu deux grands canapés qui étaient placés un peu en symétrie. Alors, la vue vers l'extérieur, toujours important peut-être de, je vous dirais, favoriser cela. Ensuite, mettre en valeur des espaces ou des éléments particuliers. Ici, on est rendu dans le den, le boudoir qui était au bout de la cuisine. Alors, c'est sûr que les meubles sont pas tout à fait placés comme sur le plan, mais l'élément particulier ici, ce serait le grand tableau ou sinon une vue vers l'extérieur. Alors, c'est vraiment de mettre en valeur ces deux éléments-là. Ici, s'assurer que le mobilier vu de dos est attrayant ni encombrant à la vue. Alors ici, nous sommes dans la salle à manger, puis on a un regard vers l'extérieur. Alors, vous avez remarqué que les chaises ne sont pas trop hautes et elles ont quand même un design hyper intéressant parce qu'on les voit autant de dos que de face, que de côté. Et alors, puis la vue vers l'extérieur n'est pas gênée nécessairement aussi par la hauteur de ces chaises-là. Et je termine aussi sur ce critère-là, qui n'est pas nécessaire, on n'est pas à l'intérieur de la même maison, mais on est toujours avec un design de Richard Desjardins. Richard Desjardins, excusez-moi, René Desjardins. Alors, dissimuler ou mettre en retrait des éléments moins agréables à l'œil ou encombrants et massifs.
Alors ici, on a pris on avait une grande armoire, une armoire assez massive canadienne, et on a profité pour la mettre dans un coin de l'entrée. Donc, elle est très en valeur, on la voit dans l'entrée, mais par contre, elle est légèrement, je vous dirais, en retrait à cause du mur qui est sur la droite. Alors voilà, des choses à retenir. Ne pas oublier d'appliquer les principes de design. Alors, je fais le tour rapidement. Les principes de design, un petit rappel. L'équilibre, qui est une ligne qui est formée par une ligne imaginaire qui va organiser l'espace un peu comme un miroir. Alors ici, on parle d'équilibre symétrique. Ici, c'est l'équilibre asymétrique. Donc, on n'a pas vraiment de séparation pour nous faire un effet miroir. L'équilibre radial, où tout tourne autour d'un cercle dans le bas. L'accentuation, toujours intéressant de penser à ça d'une pièce à l'autre, justement, pour que notre regard suive un peu le parcours. Alors, ça peut être par un élément de design ou d'architecture spéciale, un tableau, des éclairages ou des couleurs, etc., que l'on applique sur les murs pour faire un point focal. Ici, la proportion. Alors, c'est un rapport de dimension entre les éléments, l'espace et les volumes, les pleins et les vides. Alors, c'est pas facile à arriver à ça, comme je vous en avais déjà parlé au début de la session. Mais tout ça, ça permet d'avoir un visuel intéressant. Souvent, on n'en est même pas conscient, mais ça se passe au niveau des formes et des dimensions des pleins et des vides. Unité diversité, ici, c'est de mettre en relation des éléments qui ont des formes ou des styles différents. Alors, ça peut être aussi en créant une harmonie au niveau des matériaux, des couleurs, des formes. Et en regroupant tout ça, ça nous permet d'avoir une unité dans tous ces éléments-là. Alors, on appelle ça unité diversité. Je continue avec l'harmonie. Alors, une harmonie de forme, couleur, jeu de lignes qui partagent des traits communs vont engendrer une unité visuelle et une harmonie aussi au niveau du design. Alors ici, on parle d'une ligne qui s'est répétée au niveau du cadrage, au niveau de l'encadrement, au niveau des pattes, de la table, des chaises, etc. Et on a joué avec du noir, du blanc et du doré. Le rythme. Le rythme, c'est une répétition d'éléments. Alors ici, on a vraiment un rythme qui est créé par une alternance entre quelque chose qui est un star assez haut et une image. Alors, ça va créer un rythme et animer l'espace. Alors, il faut vraiment penser à tout ça aussi quand on fait le design. Alors, le design, c'est quand même du design d'intérieur, c'est plus simple, c'est moins simple que l'on pense pour avoir vraiment un résultat hyper intéressant.